Bonjour et bienvenue sur Campagne TV en direct de ce 54e Salon de l'Agriculture pour une émission qui est consacrée aujourd'hui à l'élevage et au climat. On a souvent essayé d'opposer l'élevage et la lutte contre le changement climatique et on va voir aujourd'hui avec une démarche assez originale qu'on peut là aussi avoir une démarche de concertation entre à la fois les représentants de la filière et à la fois les différentes ONG. Sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Dufayet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur. Oui, éleveur de bovins, viande de vaches salaires dans le Cantal. Voilà, mais vous êtes aussi président de la commission enjeux sociétaux à Interbev. On rappelle qu'Interbev, c'est l'interprofession de la filière des viandes. Et en face de vous, on a deux représentants d'ONG. Jean-Claude Bévillard, bonjour. Bonjour. Vous représentez France Nature Environnement. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous présenter France Nature Environnement? Voilà, France Nature Environnement est une fédération qui regroupe 3000 associations sur le territoire métropolitain et ultramarin. Associations qui sont orientées évidemment dans la protection de la nature et la protection de l'environnement. Donc évidemment des associations qui s'intéressent de près aux activités agricoles. À vos côtés, on reçoit aussi Nicolas Humbert. Vous êtes, bonjour, vous êtes directeur de Green Cross France et Territoire. Là aussi, les missions de Green Cross. Green Cross, en fait, est une association qui a été créée en 1993 par Mikhaïl Gorbatchev et le commandant Cousteau, qui lutte contre le dérèglement climatique et ses effets en agissant sur ce qu'on appelle les effets premiers, des choses très concrètes. Notre alimentation, bien évidemment, mais également les questions de l'eau et des océans, les questions de transition énergétique, les villes durables, sans oublier les campagnes et les territoires durables, et en ayant des projets à l'échelle des territoires qui nous permettent d'avancer de temps en temps seuls ou de temps en temps en partenariat, comme on a eu l'occasion de le faire ici. Ah ben justement, on va parler de cette démarche de concertation collaborative. Bruno Dufayet, alors c'est vrai qu'on a souvent opposé l'élevage et gaz à effet de serre. Comment est née cette démarche collaborative aujourd'hui? Cette démarche est née au sein de la profession sur la volonté justement de s'ouvrir et d'aller vers le dialogue. On avait plutôt avec Jean-Claude et Nicolas, entre autres, on avait plutôt l'habitude de communiquer par voie de presse et pas toujours de façon très construite. Donc on a fait le choix de se rencontrer et d'évoquer à la fois les problématiques, mais aussi des points de consensus qu'on pouvait avoir sur ces enjeux-là et travailler ensemble sur le progrès, sur l'élevage de demain. Jean-Claude Bévillard, pourquoi vous êtes rentré justement dans cette démarche? Bien, écoutez, nous avons l'habitude de travailler en concertation avec les acteurs professionnels. C'est vrai qu'avec l'agriculture, les points de friction sont nombreux. Pour autant, pour nous, l'agriculture est face à doubles enjeux, des enjeux environnementaux, des enjeux alimentaires. Et il est important que l'on co-construise un projet agricole qui soit à la fois en accord avec la protection de l'environnement et avec la nécessité de nourrir la population. Et donc, nous avons répondu immédiatement à cette sollicitation en disant d'emblée, ça sera une concertation claire et on dira les points sur lesquels on est d'accord. Et s'il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas tout à fait d'accord, on le dira aussi. C'est ce qui s'est produit. Je pense que c'est la valeur de cette démarche. Nicolas Humbert, c'était quoi l'objectif commun pour vous? Donc l'objectif commun est dans la continuité de ce que vient de dire Jean-Claude, c'est-à-dire d'un côté, en termes de mieux manger, être capable de rassurer les consommateurs et de leur permettre de distinguer entre des produits qui sont de bons produits et des produits alternatifs qui peuvent avoir et sur lesquels ils peuvent avoir un choix à faire qui sont de moins bonne qualité. Et du côté de l'amont, de la filière et des éleveurs, de se poser la question de qu'est-ce qui constitue la valeur d'un produit, pourquoi c'est bon et comment aussi on peut aller plus loin dans le contexte du lien au sol pour avoir des paysans producteurs, donc qui travaillent le pays, le territoire, l'espace, le paysage et aussi le bien-être environnemental et la préservation de la biodiversité, qui nourrissent les animaux d'une manière locale, d'une manière incarnée, qui en prennent soin et qui ensuite nous permettent d'avoir accès à des productions d'une meilleure qualité. Donc il y avait une vraie logique à travailler tous ensemble pour se connaître, pour se comprendre et pour échanger. Au final, quand on fait ça, on fait le jeu de la qualité et on fait aussi le jeu de l'environnement. C'est vrai que Bruno Dufayet, là aussi, ça illustre le fait que finalement, il faut une approche aussi multicritère pour pouvoir traiter ce problème-là. Ah ben oui, complètement. Alors là, c'était d'ailleurs, bon, ça a été très vite partagé par l'ensemble des participants à la concertation,
d'aller toujours sur une approche beaucoup plus globale du modèle, du système, et sortir sur une évaluation qui ne soit pas juste à la limite même gaz par gaz. Parce qu'on pourrait répondre à un enjeu gaz, par exemple on pourrait répondre à l'enjeu méthane avec un système qui pourrait être complètement différent de ce qu'on a en France. On pourrait aller avec le feedlot par exemple, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais par contre on aurait des impacts négatifs sur d'autres enjeux. Et donc sur l'eau, sur l'environnement. Voilà, sur l'eau, l'environnement, sur le modèle même, Voilà. quand on parle des tailles d'exploitation. Donc il y a tout le travail a été fait, mais là pour le coup on est très vite tombé d'accord sur le modèle à défendre et puis cette analyse très globale de l'élevage. Et puis aussi aller même jusqu'au service rendu par l'élevage. On ne s'est pas arrêté finalement qu'à la question du climat, on est allé aussi sur le rôle de l'élevage dans les territoires, le rôle de l'élevage dans l'économie et tout le bouquet de services qu'il y a autour de l'élevage de ruminants en France. Et donc du coup, vous avez identifié des leviers réels qui permettent d'agir sur cette réduction de gaz à effet de serre notamment? Oui, alors, donc déjà, bien évidemment, tout le sujet autour de l'herbe. Il y avait aussi la volonté déjà de faire le point sur ce qui était favorable. Parce qu'on avait aussi, on ne l'avait jamais fait, donc on partage une vision de l'élevage qui est basée sur l'herbe. L'élevage de ruminants, ça peut paraître logique, mais on pourrait avoir des travers et on le voit dans les systèmes nord-américains. Donc l'idée déjà de partager cet élevage herbagé, parce que l'herbe, certes, quand la vache digère l'herbe, elle émet du méthane, mais par contre, la prairie capte justement du CO2 et stocke du CO2. Donc il y avait cet enjeu-là. On a aussi, dans les points qu'on a pu noter, où on a noté qu'on avait une certaine dépendance à la protéine végétale dans nos systèmes de ruminants. Pour l'alimentation de nos troupeaux. Ouais. Donc là, l'idée d'aller sur un plan de production de protéines végétales a été partagée par l'ensemble des participants à la constatation pour dire il faut qu'on sorte de cette dépendance soja Amérique du Sud avec tous les travers qu'il y a sur la production de soja dans ces pays-là, déforestation, OGM. Donc on est aussi sur l'idée de partager et de porter ensemble un vrai plan protéines au niveau français destiné à l'alimentation de nos ruminants. Jean-Claude Bébilard, sur la protection de la biodiversité, est-ce qu'il y a des leviers particuliers? Oui, ce qui est essentiel, c'est le fait que cet élevage est pour 95% lié au sol. C'est-à-dire que les animaux sont nourris avec l'herbe et il n'y a pas plus d'animaux qu'on ne peut en nourrir. Donc ça veut dire que les effluents ne sont pas surabondants et on peut les épandre sur les prairies, ce qui évite évidemment des gros inconvénients des élevages hors sol concentrés dans certaines régions où là on a des problèmes considérables d'eutrophisation, enfin de pollution notamment des milieux humides, parce qu'il y a une quantité d'animaux trop importante par rapport au milieu et que entre autres les effluents sont trop importants. Évidemment au niveau de la prairie, les enjeux de biodiversité sont considérables. On parle aujourd'hui beaucoup du sol. La richesse du sol dans le cas d'une prairie naturelle, est évidemment incomparablement plus importante que dans certains types de cultures où le sol est presque mort. Donc les enjeux biodiversité là sont tout à fait essentiels. Et donc nous souhaitons vraiment que l'élevage bovin allaitant soit un peu le fer de lance d'une évolution de l'élevage, de l'ensemble de l'élevage, vers justement une prise en compte de la biodiversité. Biodiversité, ça veut dire aussi peut-être de remettre des haies. On a parlé évidemment de l'herbe tout à l'heure, mais c'est aussi, Bruno Dufayet, c'est aussi remettre des haies, un peu d'agroforesterie, c'est ça? Alors remettre des haies là où les haies ont disparu, mais on a aussi justement fait le partage on retrouve de la haie dans les zones d'élevage justement, et c'est aujourd'hui c'est aussi une source de biodiversité, une source de captage de carbone aussi, puisque la haie aussi contribue à stocker du carbone. Mais c'est vrai que tout ce rôle, le rôle de la haie sur la biodiversité, sur l'érosion et tout, fait partie aussi des discussions qu'on a partagées. Et il y a un vrai enjeu. Et puis moi, après là, c'est l'éleveur qui parle, mais la haie aussi a des avantages par rapport à la conduite de son troupeau. C'est un abri, ça protège du vent, ça protège de la pluie, ça protège du soleil. C'est aussi très important pour le bien-être de nos animaux, même dans la prairie. Nicolas Imbert, Bruno Dufayet, vous avez parlé tout à l'heure effectivement de l'importance de l'alimentation et d'essayer d'être un peu autonome sur son exploitation. Est-ce que là aussi, le fait d'avoir une autonomie globale, ça part d'alimentation, mais ça va jusqu'à valoriser les effluents? C'est absolument essentiel. Et tout à l'heure, Bruno disait effectivement qu'on est sur une approche multicritère et on est sur un rythme de vie de la ferme et de l'exploitation. Et donc, effectivement, en amont, on a la prairie,
On a les intrants qui peuvent être produits localement, qui peuvent être produits de manière diversifiée, sur lequel il y a énormément de choses à découvrir. Et l'un des rôles de la prairie, c'est aussi un rôle de filtration et de valorisation des effluents. Donc ce qui ne peut pas rentrer dans ce dispositif, il existe différents moyens et différentes méthodes qui permettent de jouer le rôle d'économie circulaire de la nature et d'être capable de rendre les nutriments là où ils doivent être rendus, et également de s'assurer que l'impact de l'exploitation sur son territoire est positif ou nul, que ce soit en termes de biodiversité, que ce soit en termes de carbone. On n'y est pas encore, mais on a les moyens de le faire, et c'est là où les prochaines étapes de passer de la concertation à la co-construction autour de ce modèle de ferme de demain, de passer à quelque chose aussi qui donne envie, qui soit dans une logique où on explique aux consommateurs et aux citoyens ce qui est en train de se passer, pourquoi c'est important que ça se passe et en quoi c'est complètement différent des feedlots à l'américaine ou d'autres modèles d'exploitation en Amérique du Sud et en Asie. C'est finalement ce qui nous permet d'avoir un rationnel au-delà du plaisir d'être ensemble à avancer. Bruno Dufayet, sur ces différents leviers, vous avez des mesures quantifiables de réduction d'impact réellement? Alors la filière, justement, la filière vient de s'engager dans un programme Beef Carbone, Life Beef Carbone. C'est un programme européen où la France est même moteur sur ce programme-là. C'est un programme de réduction des gaz à effet de serre de 15% d'ici 10 ans. Donc ça va se passer en plusieurs temps. Donc là, on va démarrer dès cette année des diagnostics sur 2000 fermes pour justement évaluer l'impact environnemental, l'impact gaz à effet de serre de la ferme, et essayer de repérer justement quels sont les plus performants et les moins performants. Et pourquoi les plus performants le sont et les moins ne le sont pas. À côté de ça, on aura 170 fermes innovantes dans ce programme-là qui pourront tester justement de nouvelles pratiques avec le but justement de repérer ces pratiques-là et d'échanger sur les pratiques les plus vertueuses, et ensuite de faire tout un travail de vulgarisation. On a à côté de nous les chambres d'agriculture. Les chambres d'agriculture sont partenaires, les coopératives, c'est-à-dire en gros tous les techniciens qui peuvent passer sur une ferme devront aussi être porteurs de messages de vulgarisation des bonnes pratiques, mais pour tendre vers cet objectif de réduction de 15%. Et là, pour le coup, c'est aussi une démarche volontaire. Donc, qu'on a partagé aussi avec les ONG, puisqu'on a partagé ensemble le diagnostic pour être sûr qu'on avait le bon diagnostic, qui correspondait aussi aux attentes des ONG. Donc, ce travail démarre. Et donc, on s'est donné un vrai objectif de réduction des gaz à effet de serre, avec aussi donc du coup des pratiques sur l'alimentation qui seront sûrement mises en place. Dans la gestion du troupeau aussi, on a l'animal qu'on dit improductif, la vache qui ne produit pas de veau, par contre elle continue de manger de l'herbe et d'émettre du méthane finalement pour rien produire. Donc vous voyez, c'est ce genre de pratiques, ça peut paraître des petits points de détail, mais ce sont vraiment des points qui vont avoir un effet très important sur la réduction de gaz à effet de serre. Jean-Claude Devillard, justement dans votre démarche collaborative là, vous vous êtes fixé par levier des objectifs chiffrés? Des objectifs chiffrés, non. Pour nous, cette démarche participe de la mise en avant de l'agroécologie. Et globalement, nous pensons qu'il faut que ce modèle d'élevage fasse école, parce qu'aujourd'hui, l'élevage pose problème. Les autres types d'élevage posent souvent problème parce qu'ils sont souvent beaucoup plus déconnectés du sol. Ils sont également basés sur des importations notamment de soja américain, ouais. Et ce qui pose des problèmes non seulement en France mais aussi sur les autres continents. Donc là, il est important qu'on replace cela dans l'agroécologie et que surtout on mette en place des politiques publiques qui permettent à ce type d'élevage de survivre. Je dis survivre parce que dans certains cas, Bruno le dira mieux que moi, mais l'avenir est un peu difficile, et qui permettent de valoriser les services environnementaux que rend ce type d'élevage. Si on n'arrive pas à ces politiques publiques, il y aura des problèmes. L'autre aspect, c'est la valorisation des produits issus de cet élevage. Parce qu'il faut aussi que cet élevage qui produit véritablement une viande de terroir soit valorisé auprès du consommateur, et que le revenu de cet élevage permette aux éleveurs de vivre. Sinon, en creux, on va valoriser d'autres modes d'élevage qui sont beaucoup plus pénalisants pour l'environnement. Ouais, Bruno, c'est vraiment ça l'enjeu en fait, finalement. Parce que faire évoluer ces systèmes d'élevage sur quelque chose d'autonome, c'est vrai, mais il faut à un moment donné que l'éleveur puisse en vivre en fait.
Oui, tout à fait. Je partage complètement les propos de Jean-Claude. Derrière, il y a un modèle. On est tous convaincus qu'on a encore la chance en France d'avoir un modèle relativement vertueux qui correspond à pas mal d'attentes de la société. Ceci dit, ce modèle est l'un des plus fragiles. Et si on n'arrive pas à mettre des politiques publiques, mais aussi, je veux dire, jusqu'à l'acte même d'achat du produit de la part du consommateur, si on n'arrive pas à s'engager sur des produits issus de ce modèle-là, on va effectivement tendre vers une disparition de ce modèle-là. Et pour le coup, ça faisait partie des discussions qu'on a eues ensemble. Moi, je leur disais, je suis convaincu que la production de viande, même si le modèle français tel qu'on le connaît aujourd'hui disparaît, la production de viande à l'échelle de la planète se maintiendra. Ce sera fait ailleurs, mais pas dans les mêmes conditions. Donc il y a tout un enjeu sur le modèle. Et finalement, même nous, au début, on n'était pas au début de la concertation, on n'était pas jusqu'à la notion du modèle. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu. On l'a vu récemment, la Fondation Nicolas Hulot qui participe aussi à notre travail de concertation. Ben, on a fait un travail commun pour s'opposer par exemple aux accords de libre-échange type CETA. Et notre axe justement de défense était bien sur d'opposition était bien sur la défense du modèle à la française. C'est-à-dire ce modèle d'élevage vertueux, à taille humaine, avec une présence d'herbe très importante. On a 80% d'herbe dans les rations de bovin viande aujourd'hui en France quand même. Donc on doit préserver ces spécificités que connaît l'élevage français. Mais donc vous voyez, il y a aujourd'hui finalement, on a aujourd'hui des alliés, et les ONG peuvent être des alliés sur la défense de ce modèle auprès des politiques publiques et auprès de l'accompagnement, pour le coup, financier de l'élevage en France. Oui, mais ça sous-entend quand même qu'au niveau justement de la France, au niveau global, l'autonomie dont vous parliez tout à l'heure de l'alimentation jusqu'à la valorisation des effluents, on soit en capacité de pouvoir le faire. Oui, tout à fait. Bon, alors c'est un principe. Il y a deux choses. Aujourd'hui, l'autonomie fourragère d'une exploitation de ruminants en France, elle est de 90%. 90% de l'alimentation utilisée dans les troupeaux est produite sur l'exploitation. Donc on sait qu'on a encore une marge de progrès de 10%. Donc on a parlé d'un plan protéines. On n'arrivera jamais au 100%. Enfin, moi, sur mon modèle, je ne serai jamais à 100%. Par contre, l'idée, c'est de se dire, eh ben, les quelques pourcents que je peux aller, est-ce que je vais les chercher de l'autre côté de l'Atlantique, ou est-ce que justement, on arrive à mettre en place une production de proximité en France pour répondre à cet enjeu-là. Ensuite, sur l'enjeu, on parlait de fertilisation. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de l'atout d'éjection finalement, dans le rôle que ça peut avoir sur la fertilisation de nos sols, sur la vie microbienne de nos sols. Et là aussi, c'est un vrai travail qui est à faire. Je pense qu'on est en train de dédiaboliser justement l'image du lisier et l'image du fumier. On avait l'impression qu'il n'y avait rien de pire. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte que non, c'est une vraie richesse. Ça fait partie du cycle sur la ferme. Il faut qu'on arrive à valoriser tous ces leviers-là. Nicolas Imbert, comment on va plus loin maintenant? Parce que c'est vrai que là, c'est une démarche qui est liée aux bovins allaitants, mais finalement, est-ce qu'on l'élargit à d'autres filières aussi? Alors, on a plusieurs perspectives d'élargissement. La première perspective, ne serait-ce que sur la filière bovine, c'est de se reposer la question de qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis du bien-être animal et comment on va plus loin. Je pense que ça fait partie des choses qu'on connaissait les uns et les autres avant la concertation, mais qui sont devenus nécessaires de par le travail de concertation. On sait qu'il y a des plans de progrès en cours et que sur ces plans de progrès, ça se passe très bien avec les associations de bien-être animal, comme avec nos associations plus généralistes, comme avec Interbev. On a un travail aussi sur la valorisation de l'animal pour être sûr que 100% de la viande ou une partie très significative finissent dans un estomac humain dans les meilleures conditions de fraîcheur, de qualité. C'est ça aussi de boucler la boucle et de boucler les cycles. Et puis ensuite, on a fait cette concertation sur une filière sur laquelle il y a évidemment des questions de revenus qui se posent, mais c'est une filière qui globalement est en bonne santé, qui est dans une perspective d'amélioration. On a aujourd'hui d'autres filières, ne serait-ce que le cochon ou la volaille pour ne pas les citer, qui elles sont dans des questions de questionnement, de changement profond de modèle sur lequel le chemin qui reste à accomplir est beaucoup plus long que ce travail qui a été fait sur la filière bovine. Et là, tout l'enjeu qui va être le nôtre, notamment dans le tissu associatif, mais sur lequel on espère et on accueille avec plaisir le soutien de structures comme Interbev, c'est aussi de retourner vers ces filières
en restructuration et de leur dire on peut faire bien, on peut faire ce choix de la qualité, de mettre en avant, de compter sur l'intelligence du consommateur et sur l'intelligence partagée de la filière. On peut y arriver, mais ça nécessite une volonté d'agir et ça sera forcément quelque chose de difficile et de long. Et vis-à-vis du travail qu'on a déjà accompli, on sait qu'il y a des prochaines étapes qui peuvent être faites et qui sont également intéressantes. Bruno Dutfayet, vous avez pensé justement à l'élargir à d'autres filières, même au sein de l'interprofession viande? Alors, au sein de la note, il n'y a pas d'autre filière, mais par contre, moi, ce que je peux faire et ce que je ferai, j'inciterai tous mes collègues à rentrer dans ces schémas de dialogue. Nous, on n'en tire que du bénéfice, puisque on a encore quelques points de dissensus, et ça existera toujours. Mais par contre, on arrive à partager une certaine vision. Je pense qu'on arrive à avancer, à se connaître beaucoup mieux. Donc, du coup, les discussions, le dialogue est beaucoup plus riche. Donc, oui, il y a un vrai intérêt à s'engager dans la concertation. Au sein de notre filière d'Interbev, pour faire suite aux concertations qui ont été menées avec les ONG plutôt environnementales, on lance, là aussi, dès le mois de mars, une concertation avec les associations de protection animale. Donc on est bien aussi sur l'enjeu bien-être. Donc on va avoir autour de la table 4 associations qui sont constructives, pas des abolitionnistes de l'élevage bien évidemment, il n'y a aucun intérêt à parler avec ces gens-là. Par contre des gens qui veulent échanger avec nous sur l'enjeu bien-être, sur l'enjeu protection animale. Donc là on lance ce travail aussi pour une durée de 3-4 ans. Mais c'est comme pour le travail avec Jean-Claude, Nicolas et les autres. L'objectif, c'est qu'il n'y a pas de point final, quoi. C'est-à-dire qu'on va continuer dans le temps, chaque fois qu'un sujet arrivera, chaque fois qu'on aura des interrogations sur ces enjeux environnement et élevage, et d'échanger en amont, de préparer ça en amont. Et on veut faire la même chose sur la protection animale. C'est ça que vous appelez le pacte de l'engagement sociétal, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que la filière s'engage dans un pacte pour un engagement sociétal. Là aussi, c'est une démarche nouvelle de la filière. Qui est né aussi de ce travail de concertation. Ce travail de concertation, cette ouverture d'esprit que ça génère au sein de la filière, entraîne ce genre de positionnement. Là, c'est un vrai positionnement de la filière sur l'enjeu sociétal. La concertation qu'on va mener avec les ONG de bien-être, les ONG bien-être animal, va aussi dans ce sens-là. On veut s'inscrire dans une démarche de durabilité, dans une démarche qui correspond aux attentes de la société. Et on va le faire justement aussi, pas uniquement par du discours, mais par des vrais échanges. Et ces échanges, on va les faire évaluer sous une norme. Il existe une norme internationale justement sur l'engagement sociétal, sur les démarches de RSO, donc responsabilité sociale et environnementale. Merci, ouais. de responsabilité sociétale. On va le faire justement en s'appuyant sur cette norme ISO 26000 et en se faisant évaluer nos travaux dans le temps par l'AFNOR pour donner du crédit à cette démarche. Jean-Claude Bévillard, vous qui suivez évidemment tous les sujets agricoles sur France Nature Environnement, c'est quand même une démarche qui est innovante. Oui, c'est une démarche qui est innovante et effectivement, il faut qu'on élargisse à l'ensemble de la filière. Mais sur cette filière-là, il faut aussi, comme Bruno le disait, qu'on approfondisse et qu'on progresse sur les points qui nous restent encore en désaccord. Notamment, cet élevage bovin allaitant fournit de jeunes bovins aux exploitations d'engraissement, où là, on est dans des conditions très différentes, avec des systèmes beaucoup plus hors sol, avec un bien-être animal qui est beaucoup moins évident. Et donc là, il faut qu'on arrive à progresser et pourquoi pas à mettre en place une filière jeunes bovins à l'herbe, ou en tout cas arriver à améliorer ça. L'autre point sur lequel il faut qu'on progresse aussi, c'est qu'on n'est pas encore complètement d'accord sur la place des produits animaux dans l'alimentation. Les associations disent qu'il faut manger moins de produits animaux mais de meilleure qualité. Et du point de vue de la filière, pour nous, ça veut dire améliorer la plus-value. Donc sur ces deux points-là, en tout cas, il faut que l'on continue le dialogue pour avancer et arriver à un projet commun qui soit encore meilleur. Mais on doit y arriver, vu l'état d'esprit et les bases que nous avons là, on doit pouvoir arriver à progresser sur ces domaines-là. Nicolas Imbert, vous êtes d'accord? Il faut manger moins mais mieux? Absolument. Et manger mieux, manger moins, c'est quelque chose auquel on arrive
pas forcément par la contrainte, mais on va y arriver par le plaisir. On va y arriver en travaillant avec des cuisiniers, effectivement en se posant la question, Jean-Claude vient de le dire, de comment est-ce qu'on ouvre de nouvelles filières d'excellence et peut-être en faisant changer certaines pratiques pour mieux être dans l'air du temps. Donc vis-à-vis de certaines filières d'engraissement, on sait qu'il y a des alternatives, qu'il y a des aliments d'excellente qualité qui peuvent être faits autrement. Ça veut dire également qu'on joue conjointement le bon jeu pour expliquer à un consommateur qui choisirait d'aller chercher un positionnement prix trop agressif ou éventuellement de toujours manger la même partie de l'animal, qui peut manger des parties de l'animal qu'il n'a pas l'habitude de connaître auprès d'animaux élevés dans de très très bonnes conditions. Et si on arrive à faire ceci, on aura une agriculture qui sera absolument excellente, un élevage qui sera excellent, des filières de transformation qui seront bonnes, et on sera globalement à l'échelle du pays moins impactant vis-à-vis d'économies qui sont plus faibles que la nôtre. Je pense à l'Afrique, je pense à d'autres endroits où il y a des filières d'élevage qui se retrouvent parfois déstabilisées par des produits grand export sur lesquels on les inonde avec un faible prix. Et parce qu'on fait le choix globalement de monter la qualité chez nous, on permettra d'aller envoyer des éleveurs en coopération sur ces filières-là pour qu'elles aussi aient la possibilité de s'améliorer en termes de qualité. Donc c'est des jeux gagnant-gagnant, c'est des jeux sur le temps long et c'est des jeux sur lesquels on ne progressera que parce qu'on a à chaque instant des dialogues et des échanges de qualité. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et nous, on se retrouve bien sûr très vite sur Campagne TV. Mais d'ici là, cultivez votre jardin. Au revoir.